Bienvenue, je suis Charlène Lepage. Et moi, Élise Monfrini, toutes deux diplômées en relations d'aide de la méthode Écoute ton corps. On ouvre ici un espace d'intimité, de prise de conscience et de confidences inspirantes pour aider une personne à la fois à atteindre la paix intérieure. Bonne écoute! Être bien, ça s'apprend. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Natacha Calestrémé. Et je vais le dire simplement dès le départ, Natacha n'a absolument pas suivi le parcours de l'école Écoute ton corps. Et c'est aussi d'ailleurs pour ça que je l'invite. Dans ce podcast, on ne cherche pas du tout à faire une conférence ou à défendre une seule manière de voir le monde. On sait qu'on véhicule des croyances, les croyances qui sont véhiculées au sein de notre école, comme chaque approche finalement. Et j'aime l'idée, et j'adore même l'idée d'ouvrir le champ des possibles et de découvrir d'autres visions. Et de voir comment d'ailleurs elles peuvent cohabiter, voire même comment je pense qu'elles peuvent s'enrichir les unes des autres. Alors, bienvenue Natacha, merci d'être avec nous aujourd'hui. Comment tu te sens d'être dans ce podcast de l'école Écoute ton corps ? C'est un honneur. Bonjour Élise, bonjour à toutes et à tous. C'est un vrai honneur parce que au début, quand je me suis intéressée au développement personnel, Lise Bourbeau fait partie des premières marches sur lesquelles j'ai grimpé en achetant ses livres. Voilà. Donc c'est un vrai, vrai plaisir. Ah, excellent. Ça faisait déjà partie d'une question que je souhaitais effectivement te poser. Si effectivement, à un moment donné, tu avais été influencée toi-même par les écrits de Lise Bourbeau, parce que tu parles effectivement aussi, toi, des blessures. Oui, en fait, moi, au départ, je suis journaliste, je suis réalisatrice de documentaires pour France Télévisions, je suis également romancière. Je dirais que tout va bien pour moi. La seule chose, il y a 2 points négatifs. Le premier, c'est que je suis complètement invisible à l'égard des médias. Je suis jamais invitée ni interviewée, rien du tout. Bon, ça me perturbe vraiment. Mais je me dis que c'est dans l'ordre des choses et que j'y peux probablement rien. Et puis, il y a une autre chose, c'est une série d'épreuves, je dirais un peu comme tout le monde. Voilà, en 2011, je rencontre, les livres que je propose me sont refusés, les documentaires que je propose me sont refusés, je me retrouve au chômage, j'ai plus d'argent. Sur le plan familial, il se passe des choses très dures, je pleure presque tous les jours. Ça dure 4 ans. Ma petite sœur décède. Ma meilleure amie aussi. Et au bout de 4 ans, mon corps lâche. Écoute ton corps, comme dirait Lise. Là, il me faut en fait ce corps qui lâche pour prendre conscience que je vais si mal. Je suis au bord de la dépression en fait. Je l'ignore totalement. Moi, j'ai un côté un peu bourrin, un peu cheval au galop, mais bourrin. Et donc, tant que je suis pas immobilisée, je me rends pas compte que je vais mal. Donc là, allongée, j'ai mal, couché, debout, j'ai mal, assise, j'ai mal. Il n'y a pas une position qui tient. Il me faut ça pour me rendre compte que je ne vais pas bien. Je vais voir un médecin parce que ce n'est pas négociable. De mon point de vue, on va voir un médecin systématiquement. Il me donne un myorelaxant et un anti-inflammatoire et j'ai toujours mal. Bon. Et donc, je vais chercher des pratiques, des choses pour m'en sortir. La première est effectivement de consulter les livres de Lise Bourbeau, notamment Les 5 blessures, voilà. Et c'est très amusant parce que je vais lire dans un premier temps ce livre et je ne vais voir que les blessures de ma famille. Et en fait, je mets à côté trahison. Ah, attends, la sœur, le frère, pas le frère, le père, la mère, le fils. Et en fait, je suis tellement dans la douleur que ça me rassure vraiment de voir les blessures des autres. Moi, j'en ai pas. Et donc, il faudra que je le relise une deuxième fois pour me rendre compte que j'en ai. Voilà. 3 majeurs, voilà. Donc, et notamment la blessure d'abandon, puisque comment dire, je me sens abandonnée par tous, et ma double hernie discale vient chahuter ce côté-là, abandonné de tous, et je porte mon fardeau sur mon dos. Bon, voilà. Et j'ai été, comment dire, en couveuse parce que j'avais une sœur jumelle et je suis née prématurée. Et donc j'étais en couveuse pendant 1 mois. Et donc de 3, avec ma mère et ma sœur jumelle, je me retrouve toute seule dans une boîte.
Donc, c'est terrible. Voilà. Donc, ça va vraiment m'aider. Et c'est la première étape, je dirais, pour avancer. Mais cette prise de conscience, comme on dit souvent, c'est la moitié du boulot, hein. Ouais, ouais. Prendre conscience de nos blessures, c'est la moitié du boulot. C'est phénoménal. Pour certaines choses, même parfois, ça guérit complètement les choses. Et pour d'autres, il en faut un peu plus. Et c'est là où je vais me souvenir que pour le magazine Géo, pour France Télévisions, j'ai interviewé des chamans, des énergéticiens à travers le monde, Pérou, Namibie, Australie, Kenya, un peu partout, Brésil. Et ils ont partagé avec moi des rituels chamaniques et qu'ils m'ont tous donné parce que je m'y suis intéressée. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un point commun à tous ces rituels à travers le monde. C'est tous les mêmes. C'est assez troublant pour des pays qui communiquent pas forcément entre eux. La même analyse des choses autour de la perte d'énergie. Et donc, je vais essayer un peu dubitative malgré tout, en me disant, c'est tellement simple, ça peut pas marcher. Et je vais remarcher au bout de 3 mois sans avoir été opérée, sans rien. Et donc là, pour faire un peu court, j'y crois toujours pas. J'ai mon côté cartésien qui reprend le dessus, qui me dit, c'est de la chance, ça peut pas exister, c'est pas possible. Et là, j'ai tous mes proches qui me contactent et qui me disent, j'ai tel problème, est-ce que tu peux m'aider? Moi, je suis journaliste, je partage avec eux ces rituels. Et Mm. ça marche aussi pour eux. Et donc, je ne peux plus me retrancher derrière la chance. Je vais proposer des ateliers pendant 3 ans. Et à ma grande surprise, lors de ces ateliers où je propose ces rituels chamaniques que je transforme en protocoles, il y en a 22, eh bien, je me rends compte qu'il y a des médecins, il y a des psychiatres, il y a des infirmiers qui viennent se former. Et c'est là où j'écris la clé de votre énergie, les 22 protocoles, parce que je me dis, il y a quelque chose que je me dois maintenant de protéger, de partager. Voilà. Ah, et c'est rigolo ce lapsus, c'est Oui. de protéger peut-être des espaces en soi aussi. Écoute, je pense que c'est pas anodin que je sorte ça parce que je viens d'apprendre il y a à peu près 50 minutes qu'il y a 3 livres qui viennent de sortir avec exactement les mêmes titres que moi, avec mon nom et c'est pas moi. Donc protéger, c'est amusant. Ah ouais, excellent. Mm. Voilà, j'ai passé les apprentis. Bon, voilà. C'est peut-être pour ça le lapsus. D'accord. Mm. Et effectivement, hein, les clés de votre énergie, c'est aussi le titre de ton spectacle. Oui. Parce que ce que je trouve assez fou, t'es dans ce parcours où tu parles de ton invisibilité et t'en es rendu à être sur scène aujourd'hui. Est-ce que tu avais imaginé ça à un moment donné? Est-ce que c'était genre un rêve que tu avais été depuis des années? Ou est-ce que tu étais tellement invisible que même pas ça t'avait effleuré l'esprit d'être sur scène un jour? Alors, ça m'était venu à l'idée, c'est-à-dire que c'était un rêve un peu, parmi d'autres. Mais je l'avais rangé dans un coin en me disant, bon, ouais, bon, ok, mais non, voilà, bon. Et puis, il y a maintenant 3 ans, Mathieu Johan, qui est mon attaché de presse, et plus que ça, un ami, mon impresario, bon, il me dit, Natacha, je te vois monter sur scène dans un one-woman show. Et ça a été comme un sésame, en fait. Je me dis, mais s'il y croit, lui, c'est que peut-être c'est. Hmm. Alors, j'ai mis du temps, hein, à me lancer, il m'a fallu un an de plus. J'ai trouvé un producteur et j'ai écrit 14 pages que j'ai apprises par cœur. J'ai eu une coach en mise en scène, Véronique Gallo, qui est une humoriste belge que j'adore. Et elle m'a appris un métier. Et elle m'a tellement appris un métier qu'au moment où elle vient chez moi pendant une semaine pour m'apprendre la mise en scène, comment parler, etc., il y a tellement de notions que j'ignore, Élise, que j'oublie tout mon texte. En fait, elle me dit là, quand tu déclames ton texte, elle me dit, tu penses que tu es à quel niveau? Oh, je dis, bah, je dois être à 80% à peu près. Elle me dit, tu es à 30%. Je dis, quoi? Elle me dit, si tu fais pas plus d'efforts pour parler, aller vers les gens, elle me dit, ça, les gens vont se fatiguer Hmm. et ça va pas le faire. Et voilà. Et elle m'a appris tellement de choses que j'ai oubliées. Et on est à 10 jours de la première à l'époque, c'était l'année dernière, l'horreur absolue. Et grâce à ma sœur, Lydie Castel, elle vient et elle me dit, elle me reconnecte en fait avec ma mission de vie.
Et elle me dit, mais tu es là pour ça, c'est ta place, tu es là pour partager, tu es là pour innover. Tu as été la première à parler de rituels chamaniques que tu as rendus digestes, compréhensibles. C'est un best-seller. Maintenant, tu es sur spectacle, tu es le premier one-woman show en développement personnel. C'est ton rôle. Elle m'a reboosté complètement et tout est revenu. En fait, je dois beaucoup. Ah, génial, Voilà. génial. Et c'est aussi génial, tu sais, que tu puisses nous partager que ça a été un apprentissage pour toi. Tu sais, parce que, en tout cas, moi, je fais partie des personnes qui ont tendance, tu sais, à fantasmer les gens que je vois dans des idéals de perfection, de se dire, tu sais, les gens, ils savent du premier coup, mais ils n'ont pas appris à le faire. Comme bah, j'ai eu la joie de te voir en spectacle, bah, je me dis, bah voilà, elle est montée sur scène. C'était inné pour elle. Allez, elle déballe tout. Elle était journaliste, elle est à l'aise. Et à la fin, en fait, de la représentation, justement, tu sais, tu remercies toutes les personnes qui t'ont accompagnée, Ouais. les coachs, etc. Et je me dis, ah, tu sais, ça Ouais. m'a fait du bien de l'entendre. Donc, merci d'avoir partagé ça. Parce que même jusqu'à la fin, des Ouais. merci que tu donnes, je trouve que c'est très apprenant pour la personne qui assiste à ton spectacle. Ah, c'est sympa. Écoute, personne ne me l'avait dit, je te remercie. C'est précieux pour moi. Mais oui, j'ai beaucoup, beaucoup appris. C'est un métier, c'est un réel métier. Et les 5 premières séances, trouillomètre à zéro, à me dire pourquoi je suis aussi méchante avec moi, pourquoi tout rouler, pourquoi. À de Mais t'infliger de le faire. ah ouais, l'horreur. Mais Et, et, qu'est-ce que je mainte- fous là? et maintenant, enfin, depuis la 6e représentation, parce que j'ai même eu des trous, hein, la première, les gens m'ont applaudi, ils ont été trop mignons. Et maintenant, j'ai même plus de stress. C'est Hmm. fou. Je suis capable de donner, une fois j'ai donné une interview juste avant le spectacle, ce que j'aurais jamais fait à une époque. Donc c'est parce que bah, je le connais très bien. Et moi j'ai du stress que quand je doute de moi, quand voilà, si bon, je l'ai fait beaucoup, donc maintenant ça va et j'arrête la dernière, voilà, c'est fini. Je suis même allée à Québec et Montréal, donc c'était chouette. Et ouais, non, c'était la dernière, c'est jeudi, voilà. Donc, c'était une très belle aventure. Ah, bah bravo. Merci. Bravo pour tous ces étapes parce que c'est un accompagnement finalement parce que tout ton parcours, je trouve que ça a aussi été tu sais, ta capacité tu sais, à dire oui aux expériences qui t'étaient proposées. Alors certes avec un peu de résistance comme tu le dis parce que bon, il fallait quand même t'en mettre un petit peu pour aller avec, mais c'était quand même ta capacité tu sais, à dire oui aux propositions de la vie. Oui, et puis tu vois, j'ai appris récemment que en France, pour paraître dans des grandes salles, parce que le plus, c'est au Cirque Royal en Belgique, 1800 places quand même, on était complet. Waouh. Voilà, donc, eh bien, normalement, tu passes par Avignon, la case Avignon, où tu fais de la représentation devant des producteurs et devant 60 personnes, c'est tout petit comité, et tu passes une sorte de casting, tu vois. Et moi, non, je suis allée voir une productrice, je l'ai convaincue, et quand elle a embauché l'équipe technique, les équipes techniques lui ont dit, c'est quoi comme spectacle? Elle a dit, je sais pas. Je sais pas, on y va, je sais pas. C'est incroyable. Ouais, Elle a de grosses ovaires hein, pour dire les choses. Non, mais c'est incroyable. C'est ouais, incroyable. Elle dit, je sais pas. Et moi non plus, je savais pas, mais bon. Non, c'est un vrai pari, donc ouais, c'est beau. C'est sympa. Et puis ouais, génial. les gens me le rendent bien. Voilà, je donne tout. Voilà. On finit en dansant. Ouais, 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 ouais. Et justement, tu sais, quand tu dis, ouais, c'est incroyable, et donc, du coup, bah, c'est croyable, hein, puisque c'est Oui, arrivé, et puisque ça se fait. c'est vrai. Euh, dans l'introduction, tu sais, je parlais de croyance. Toi, c'est quoi ta vision, ça serait quoi ta définition de la croyance, tu sais, versus la vérité et la Ouais. croyance? C'est parce que des fois, on peut être dans des approches où on peut être convaincu que, tu sais, que c'est la seule et l'unique qui existe, c'est une vérité, versus la croyance. Alors, moi, je suis journaliste. Donc, mon credo, c'est que lorsqu'on me donne une vérité, une information, on va dire, la vérité de quelqu'un, mais une information, je la vérifie 3 fois. Tant que j'ai Ok. pas trouvé 3 fois, et puis il faut pas aller chercher sur Internet, parce que c'est 3 fois les mêmes sources, hein. Donc, interviewer des chercheurs, poser des questions, etc. Tant que j'ai pas eu mes 3 validations, bah, j'y crois pas. Voilà. Après, il y a la force de l'expérimentation. Voilà. Et aujourd'hui, l'expérimentation, scientifiquement parlant, elle fait foi.
C'est-à-dire, aujourd'hui, un médicament, il reçoit une autorisation de mise sur le marché à partir du moment où il est comparé à une substance neutre, un placebo, et si ces résultats sont significativement probants, c'est-à-dire 60% par rapport à une substance neutre, du sucre, une gélule contenant rien, eh bien, on considère que il peut recevoir une autorisation de mise sur le marché. C'est pas 90%, hein, c'est 60% seulement. Bon. D'accord. Donc, la statistique valide scientifiquement un médicament. Si, lors d'une expérience, statistiquement parlant, ça marche pour beaucoup de gens dans une proportion qui tourne autour de 60%, voire plus, ce n'est plus une croyance, c'est une donnée statistique scientifique. Voilà. Ok. Voilà où j'en suis. Ok. Donc, c'est pour ça que quand, si tu veux, moi, quand on me parle, quand ces rituels chamaniques que je propose dans la clé de votre énergie, et d'en trouver ma place et dans les autres, bon, euh, au départ, quand on me dit écris un livre, je dis, c'est mon expérience, c'est ma croyance. Non, c'est de la chance, je ne tiens pas compte. Par contre, après avoir eu toutes ces personnes qui viennent me voir, puis pendant 3 ans, à coup de 30, des centaines d'ateliers par année, 30 personnes à chaque fois, donc ça fait beaucoup de gens. Bon, avec à chaque fois des choses incroyables, avec même des psychiatres qui m'envoient leurs patients. Mm. Bon, euh, euh, statistiquement parlant, ça devient tangible. Donc, c'est une donnée scientifique. Donc là, je ne peux plus me cacher derrière la chance. Et c'est comme ça que je partage quelque chose qui n'est plus pour moi une croyance, mais quelque chose qui est de l'ordre de la donnée statistique avec des résultats qui sont probants. On ne peut pas dire aujourd'hui, personne ni moi, faites ça, c'est sûr, ça va marcher. Non, ça dépend Mm. du parcours de la personne, de sa volonté à guérir. Parfois, on n'a pas intérêt à guérir. Je suis désolée, mais on le sait, Alice est la première à le dire. Quand une vieille dame, voilà, ou un vieux monsieur, son seul moyen de recevoir ses petits-enfants, c'est de dire qu'elle est malade, parce qu'elle reçoit Mm. l'injection, elle n'aura pas envie de guérir. Parce que Mm. c'est le seul moment où il y a un médecin qui vient la voir, et c'est peut-être la seule personne qui vient la voir pendant des mois. Donc, on n'a pas envie de guérir. Donc, la guérison, c'est une alchimie, c'est un mélange de plusieurs choses. C'est qu'est-ce qu'on a travaillé sur nous? Est-ce qu'on a travaillé sur nos blessures avec les techniques de Lise Bourbeau ou d'autres? Est-ce qu'on a travaillé sur je dirais, l'aspect transgénérationnel? C'est une notion, moi, que j'aborde beaucoup dans mes spectacles et dans mes livres. Ça te parle ou pas? On en parlera peut-être. Mais pour moi, c'est ce qui permet d'expliquer beaucoup de choses sur lesquelles on ne vient pas à bout. Bon, est-ce on a travaillé avec des thérapeutes? Quels moyens on se donne? Et la guérison, elle dépend aussi de la rencontre avec le thérapeute, de quelque chose qui nous parle. L'effet placebo, on sait que grâce à nos neurones miroirs, eh ben, finalement, si notre cerveau est convaincu que ce que l'on vient d'ingérer en substance ou en mots Mhm. est la clé de la guérison, eh bien, on va guérir. Et l'exercice, il se vérifie, je le présente dans mon spectacle, mais on va le faire ici, je te le propose, pour comprendre le pouvoir de notre cerveau. Euh, donc, tu te rappelles, c'est l'histoire des boules de polystyrène, Ouais. d'aluminium et de coton. Bon, alors, je t'en donne une. Tu prends polystyrène, aluminium ou coton? Coton. Tu prends coton. Vous prenez polystyrène ou aluminium ou coton? Ah! Ah, ok. Bon, je parle aux autres, oui. À ceux qui nous écoutent. On prend la boule, la petite boule comme une boule de ping-pong, la petite, voilà. On ouvre la bouche en grand et on pose la boule entre nos dents et on serre fort les dents sous la boule de papier d'aluminium. J'ai la chair de poule. Voilà. Bon, donc tu as la chair de poule. Est-ce que la boule est entre les dents? Non. Et pourtant, il y en a qui me disent, mais moi je sens l'aluminium, c'est horrible, je sens le coton, c'est l'horreur. Donc on vient de montrer quoi? Que notre cerveau, grâce à nos neurones miroirs, ils ne font pas la différence entre quelque chose de vécu et quelque chose de simplement imaginé comme étant réel. Et ça, c'est une étude de Giacomo Rizzolatti, un chercheur de l'Université de Parme. Bon. Et donc grâce à ce principe-là,
À partir du moment où on fait des rituels, où on fait une thérapie, où on lit un document, où on suit une formation, bon, qui on est convaincu va nous faire du bien, eh bien, il y a grande chance que ça nous fasse du bien, parce que notre cerveau, il l'intègre comme la réalité, en fait. Voilà. Hmm. Donc, Je- ce que tu es en train de dire, c'est l'intention de la. C'est effectivement l'intention. C'est si dès le départ, tu es braqué, par exemple, on entend un livre avec tes protocoles, je les ai, moi, tes livres. ouais. Et si d'emblée, on se dit ce truc, c'est farfelu, ce truc, c'est un truc de perché, ce truc, c'est un truc de. Bref, avoir une vision négative de la chose et que quelque part, la personne, elle cherche à prouver que ça ne marche pas, il y a des chances que ça ne marche pas. Bah, la personne, elle vient pas pour guérir, Hmm. elle vient pour critiquer. Est-ce que c'est ça qui l'éveille le matin? Hmm. Critiquer plutôt que guérir? Tu sais, souvent, moi, j'ai des personnes, qui sont dubitatifs, je leur dis, est-ce que vous avez essayé au moins? Hmm. Ne pas critiquer sans avoir essayé, c'est de la bêtise. Au moins, t'essayes. Ça marche pas, t'expliques que, voilà. Après, moi, c'est pas une baguette magique, c'est quelque chose sur le long terme. Et il faut faire les choses. Parfois, j'ai des personnes qui me disent, ah oui, je l'ai fait, ça allait beaucoup mieux avec ma mère, mais par contre, le problème est revenu. Je dis, oui, mais ça peut pas s'arrêter comme ça, et comme une baguette magique. C'est un travail de tous les instants, c'est presque le travail d'une vie. Voilà, Hmm. donc, il faut faire et refaire. Et, euh, et comment dire, bah, comme tu l'as dit tout à l'heure, moi, j'étais invisible.com. Je le suis plus du tout. Je veux dire, c'est impressionnant. Je veux dire, j'étais même les films que j'ai réalisés, mon ex-mari Stéphane Alix les présentait. Dans ma famille, on disait les films de Stéphane. Donc c'est même pas que, Alors que c'était les tiens. oui, c'est même pas que j'étais invisible. J'étais occultée. Tu vois? Je veux dire, c'est Hmm. incroyable. Aujourd'hui, c'est drôle. Mais on lui Hmm. dit, vous êtes l'ex-mari de Natacha Calestrémé. C'est drôlissime. Ah, excellent. Tu Et vois? justement, pour les personnes qui ne te connaissent pas, Oui. c'était quoi justement, ça a été quoi ton élément déclencheur justement de passer à la visibilité? C'est quoi la rencontre avec toi que tu as faite ou la découverte que tu as faite sur toi qui t'empêchait d'aller vers cette visibilité? Alors, pour moi, c'était une fulgurance absolue. C'est-à-dire que je suis en train de pique-niquer avec une amie et je me plains de ça. Je dis, j'en ai marre. Et je suis invisible, je n'existe pas. Et elle, du tac au tac, elle me dit, comme ta grand-mère. Je dis, quoi comme ma grand-mère? Elle me dit, ta grand-mère, ton grand-père était guérisseur, on ne voyait que lui. J'ai un grand-père guérisseur et j'ai une famille de médecins. Bon, tout ça se côtoie gentiment. Et c'est formidable, parce que moi, la science me rassure et les notions autour de l'invisible, je me dis, on ne peut pas expliquer tout dans la vie, tant mieux que le mystère de la vie se poursuive. Bon, bref, je lui dis, tu as raison, tu as tellement raison. Je découvre ma grand-mère, ses qualités immenses au moment de la mort de son mari. Je découvre ma grand-mère, elle a 75 ans. Avant, je la vois pas. Non, mais je sais pas si tu te rends compte. Bon, ça va loin. Ouais. Invisible, total. Dieu merci, elle avait vécu jusqu'à 95 ans, donc je l'ai côtoyée 20 ans. Et c'est devenu mon icône, une femme exceptionnelle. Comprends pas. C'est là où tu vois que même quand tu fais le bien, c'était une sainte femme. Elle faisait tout pour les autres. Tu pourrais dire, ouais, je fais tout pour les autres, c'est génial, on va me voir. Non, invisible. Bon, j'ai pas la solution. J'ai rien. 6 mois plus tard, je rencontre une personne qui me partage une technique qui travaille sur l'aspect transgénérationnel, qui me le donne. C'est incroyable. Bon, dans la clé de votre énergie, c'est le protocole 8. Dans Trouver ma place, c'est le protocole 6+. Bon, ok. Et je le fais instantanément, sans rien dire à personne, avec ma grand-mère qui est décédée. Parce que tu peux le faire avec une personne qui est décédée. Il suffit de visualiser la personne devant soi. Principe de visualisation, les boules dont on a parlé tout à l'heure. Et simplement le fait de visualiser la personne et de dire des phrases spécifiques, bah, la blessure, le problème ne vient plus, disparaît. Alors, peut disparaître, mais peut disparaître parce que c'est pas garanti. Moi, en tout cas, au moment où je le fais, le lendemain matin, il y a RTL qui m'appelle pour un livre qui est sorti, un de mes romans, qui est sorti 8 mois plus tôt.
Le truc n'existe pas. Un livre, il sort, en dehors des livres de Lise Bourbeau et puis de quelques autres, ça dure 3 mois et terminé, on n'en parle plus. Là, je me dis, oh, c'est quoi ce truc? Hmm. Mais je ne deviens pas visible pour autant. Et là, je me dis, c'est ce qu'on disait tout juste avant, il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin. Et là, je me dis, bon, il faut que je cherche toutes les personnes qui, dans ma famille, ont été invisibles, ont souffert de l'invisibilité, ont, comment dire, ont pris l'invisibilité comme étant une source de mieux-être, l'aspect transgénérationnel. Et l'aspect transgénérationnel, qu'est-ce que c'est? Au final, le premier qui étudie ce principe-là, c'est Freud, il y a plus de 100 ans, et qui comprend que parfois, même si tu ne le sais pas, il y a ce qu'il appelle les loyautés familiales. C'est-à-dire que une grand-mère va perdre un enfant, être très malheureuse, et puis ben, la mère, donc sa fille, va avoir tout le temps peur de perdre un enfant, et nous aussi, alors qu'on ne sait même pas que la grand-mère, elle a perdu un enfant. Hmm. Loyauté familiale, peur. Ok? Tous les médecins de famille le constatent, Mhm. notamment sur les maladies, des trucs qui reviennent. Ensuite, c'est Jung qui s'intéresse à la question et qui se rend compte que parfois même il y a des dates anniversaires. Ok. Et puis il y a Anne Ancelin-Schussenberger, qui est une psychologue de renommée internationale, une Française qui a fait 20 ans d'études cliniques sur la question et qui, elle, se rend compte que, en fait, elle est au chevet d'une femme atteinte d'un cancer qui a 35 ans et qui a plus que 3 mois à vivre. Et au-dessus de sa tête, il y a le portrait de sa mère qui est morte à 35 ans du même cancer. Bon. Et Anne Ancelin-Schussenberger, elle va avoir l'idée de génie de dire à cette femme, c'est l'épreuve de votre mère, vous êtes unique. Et cette seule prise de conscience, alors qu'elle est condamnée, va faire que cette femme va vivre. Et donc, la psychologue va marteler la phrase devenue célèbre, qui est, il suffit parfois de prendre conscience de nos loyautés familiales, de l'aspect transgénérationnel, pour s'en libérer. Et aujourd'hui, moi je pense que prendre conscience, c'est formidable, ça ne suffit pas. Et c'est là où, euh, comment dire, travailler avec les protocoles, mais aussi avec toutes les pratiques thérapeutiques autres qui travaillent sur le transgénérationnel peut être utile. Et moi, j'ai pour habitude de dire, pour savoir si c'est transgénérationnel ou pas, il y a une question à se poser. Si on se dit, je fais tout ce qu'il faut pour Hmm. être visible, mais je n'y arrive pas. Je fais tout ce qu'il faut pour ne plus avoir peur de gagner de l'argent, mais je n'y arrive pas. Je fais tout ce qu'il faut pour être reconnu dans mon travail et avoir de la reconnaissance par rapport à tout ce que je fais, mais je n'y arrive pas. D'après mon expérience, et toujours statistiquement parlant, dans 99% des cas, c'est transgénérationnel. C'est-à-dire que c'est un fardeau émotionnel qui ne nous appartient pas. Et moi, j'ai eu à cœur de chercher toutes les personnes qui avaient ce problème-là. Et c'est pour ça que dans Trouver ma place, je propose des situations et je dis à chacun, cherchez dans votre famille qui a vécu ça, ou ça, ou ça, ou ça, et faites le protocole 6+. Parce que par exemple, tu vois, imaginons, Élise, un grand-père qui a fait la guerre. Être invisible, c'est vivre. C'est utile. Tu vois? Bon. Une femme, une tante, une mère, une grand-mère qui a subi l'autorité de son mari. Être invisible, c'est avoir la paix. Hmm. Une, une femme ou un homme dans notre famille qui a eu des attouchements ou qui a eu de l'inceste, qui a vécu un viol. Euh, Être invisible, c'est ne plus jamais vivre ça. Et parfois, puisque je parle d'agression sexuelle, nous on se dit, je comprends pas. Je tombe toujours sur des mecs qui sont indisponibles. J'arrive pas à trouver l'amour. Ouais. Et si on a hérité sur le plan transgénérationnel de quelqu'un qui a vécu un viol, et donc qui a peur de l'autre, où sa vision de l'amour a été faussée, ben nous, à l'intérieur de nous, il y a quelque chose qui est effrayé, mais on ne sait pas d'où ça vient.
Et là où c'est intéressant, c'est que, j'en parle d'ailleurs dans un de mes livres, Donnez-vous toutes les chances d'aller mieux, que j'ai coécrit avec un professeur de psychiatrie, un professeur de médecine et une docteure en neuroépigénétique, c'est que l'épigénétique, justement, qui est une science aujourd'hui, travaille sur justement cet aspect de réplication des épreuves. Il est prouvé maintenant sur l'homme, sur 3 générations, et sur l'animal, sur 5 générations, que certaines épreuves, dont notamment le viol, mais parfois simplement des stress, sont, peuvent impacter, c'est pas systématique, peuvent impacter sur 3 générations l'homme. C'est ce qui est prouvé pour l'instant, on n'a pas pu prouver plus. Sur 5 générations, sur le rat notamment. Bon. Ils ont fait des études sur les personnes qui ont vécu l'effondrement des Twin Towers, tu sais, aux États-Unis. Ouais, ouais, ouais. Bon. Eh bien, les enfants de ces personnes ont un taux de cortisol, qui est l'hormone du stress, plus élevé que la moyenne. Ouais. Donc, Hallucinant. voilà. Voilà. Donc, en fait, scientifiquement parlant, cet aspect transgénérationnel, comment dire, éprouvé, ça c'est scientifique, et comment dire, euh, après, que ça nous parle ou pas, je dirais que Euh, est-ce que tu aurais une situation, quelque chose, pas forcément pour toi, de toi, mais de quelqu'un que tu connais bien, qui aurait une problématique, je ne sais pas, sur le plan amoureux, argent, travail, quelque chose, une Attends, mais reconnaissance? je vais chercher un exemple de moi, si déjà. Ah ben par exemple, si tu veux, mais Euh, ou quelqu'un que tu connais bien. Euh, une problématique. Alors moi, ça serait en lien à l'argent. oui, Donc j'ai eu une entreprise il y a 10 ans. J'étais restauratrice. J'avais 2 restaurants. oui, Et j'ai fait une faillite. L'entreprise a vécu la faillite, puis j'ai fait une faillite personnelle. Enfin, voilà, bref. ouais, Et aujourd'hui, je suis dans une vie où je tends à devenir autonome, oh, mais dès que je commence à gagner de l'argent, tu sais, la voiture qui casse, donc j'ai l'argent, tu vois, mais je n'ai jamais un surplus d'argent, tu sais, pour profiter, pour être cool, pour m'acheter des vêtements, tu sais, pour faire un truc qui sert à rien. ouais, voilà, qui fait plaisir, qui fait du bien. Ouais. Alors, les pistes, super exemple, les pistes. Il faut chercher dans notre famille qui a connu à un moment donné, pas forcément tout le temps, la pauvreté, qui dépendait d'un parent ou d'un conjoint financièrement, Euh, qui a souffert de ne jamais avoir assez d'argent. Ça t'évoque des gens déjà ou pas? Ah ouais, bah là, en fait, aux premières phrases que tu dis, j'ai l'impression déjà, j'ai l'impression qu'ils sont tous concernés, en fait. Enfin, les femmes, dans mes 2 lignées. Voilà. Après, alors, bon, voilà. Donc là, le 6 plus avec chacune des personnes, l'une après l'autre, tout simplement en disant que c'est des phrases spécifiques, mais le principe, c'est d'expliquer que c'est leur épreuve, c'est pas la tienne. Et grâce au principe de visualisation, notre corps l'intègre comme une réalité. C'est juste hyper troublant. Il y a aussi quelque chose qui m'est venu instantanément quand tu as dit un truc, et tu vas me dire si ça te parle. Il y avait le côté, tu as dit, j'avais tout, etc. Et puis il y a eu faillite, j'ai tout perdu. Et là, moi, est-ce que ça te fait penser à quelque chose? Enlève le côté professionnel, financier. Est-ce que j'ai tout perdu? Est-ce que ça te fait penser à quelque chose autre? Vous pouvez réfléchir, ceux qui écoutent. Regarde, regarde-moi. J'ai tout, j'ai plus rien. Ah, ben j'ai jamais. Tu parles d'un enfant? Ouais, alors regarde, par J'ai exemple. jamais. C'est rigolo parce que j'en ai déjà parlé dans un des podcasts, justement. C'est que j'ai vécu une des expériences marquantes de mon parcours avec l'école Écoute ton corps, c'est justement de ne jamais avoir, pareil, réussi à avoir, à être maman. En fait, je ne suis pas maman. Et donc, a priori, euh, je n'ai jamais même su garder. En fait, j'ai fait tu sais, des FIV, j'en ai fait 3. Mais donc, factuellement, il y a un embryon qui était à l'intérieur de moi, tu sais, qu'il était là, mais pareil, il n'est jamais resté non plus. Donc, il était Non, là, mais il est. c'est peut-être pas un hasard que j'ai pensé à ça. C'est que j'ai des frissons. Bon, pour moi, c'est ma validation. Si tu veux, euh, j'ai des personnes qui me disent, j'avais une entreprise, tout s'est écroulé. J'ai remonté une entreprise, tout s'est écroulé. Et puis, ça marche jamais. Que j'essaye, ça marche jamais, etc. Bon. Et très souvent,
c'est là où c'est compliqué. C'est pour ça faut donner plein de cas. Très souvent, enfin, ça peut avoir un lien avec une personne dans notre famille qui a fait une fausse couche ou une interruption de grossesse. J'avais tout, le bonheur, la plénitude, la mère, le sourire du mari, de la belle famille, etc. Je perds l'enfant, j'ai plus rien, c'est ma faute, je suis culpable. Enfin, c'est ce que les gens pensent, à tort. Mais Mm. voilà, je me sens coupable, je me sens triste, j'ai plus rien. C'est la fin du monde. Et quelque part, il y a quelque chose en plus qui est relié. Il y a la vie et la mort qui sont associées. Ça n'a pas de sens. Et la vie n'a plus de sens. Et au fond de nous même, il y a quelque chose des fois où on se dit, je sers à quoi? Je fais quoi? Où je vais? Non? Mm. Non? Non, non, je vois pas du tout ce que tu veux dire, Natacha. Évidemment Bon, que oui, évidemment. Tu sais, il y a beaucoup de à quoi bon, tu sais. tu vois? À quoi Voilà. bon, Bon, ouais. eh bien ça, tu vois, ce protocole, il est que d'en trouver ma place. C'est le protocole 7+, aux âmes qui se sont incarnées de manière si courte. Je donne ce prénom, etc., etc. Ouais, voilà. Eh bien, dans ce livre, ce rituel, c'est moi qui l'ai créé. Parce que je ne l'ai pas trouvé ailleurs. Et que, bon, et j'ai vu des fulgurances. J'ai vu des personnes se redresser, même des personnes âgées se redresser. Il y avait quelque chose de l'ordre du poids de cet enfant perdu, de ces enfants perdus qui partaient, tu vois. Et comment dire, euh, moi, je chercherai dans la lignée une grand-mère, peut-être une mère, peut-être une arrière-grand-mère, en tout cas, il ne faut pas oublier les tantes non plus, qui ont vécu des fausses couches, ou des interruptions de grossesse, ou qui ont eu des morts de jeunes enfants, et ça a été un drame pour elles. Et qui, donc d'un côté, je finis ma phrase parce que sinon je veux tellement dire de choses, c'est que si tu veux, moi, ma vision des choses, c'est que ce qui t'arrive sur le plan professionnel, c'est l'univers qui conspire pour te dire, Élise, tu peux nettoyer la lignée. Mm. Jung a dit, tant qu'on ne comprend pas le message d'une épreuve, elle se rejoue pour nous donner une chance de s'en libérer. Élise, on va lui mettre des choses sur le plan professionnel, de telle manière à ce qu'elle comprenne que sur le plan de la lignée, elle peut se libérer de tous ces drames et elle peut libérer l'ensemble de la lignée, tu vois. Il y a quelque chose comme ça. Et quand tu dis, euh, j'ai eu un embryon, mais je ne l'ai pas gardé, etc. Ça me fait penser un peu à ce que tu as dit sur le plan. J'ai des choses, mais ça ne tient pas. J'ai la voiture. Tu vois, il y a quelque chose de cet Mm. ordre-là. Mm. Tu vois? Et donc, voilà, il ne faut pas que j'oublie un truc. Je voulais dire, ah oui. Et euh, je viens de sortir Plus jamais seul, l'expérience, qui est le livre pour nous permettre de nous relier à notre force, à nos côtés personnels, qui est détaché de la religion, qui est un guide. Bon, on y croit, on croit pas, peu importe. Là aussi, je cherche pas à convaincre. Ce sont des milliers, pour pas dire des centaines de milliers de témoignages. On peut trouver son prénom, j'explique comment. Et il s'agit de se mettre devant une bibliothèque, de prononcer une phrase spécifique, de fermer les yeux, de prendre un livre au hasard, de poser nos pouces à l'intérieur. Et il y a un prénom, c'est le prénom de notre guide. Pourquoi je t'en parle? Parce que je donne pas moins de 5 témoignages à l'intérieur de ce livre, de femmes qui ont fait cet exercice, cette expérience pour trouver le prénom de leur guide et qui sont tombées sur le prénom de leur enfant défunt, de la fausse couche, de l'interruption de grossesse. Elles avaient donné un prénom et elles sont tombées dessus. Et on ne voit plus jamais les choses de la même manière. Je sens ton émotion. Si tout d'un coup, en tombant sur le prénom, je ne sais pas, je pourrais dire Jean, bon, et que Jean, c'est le prénom que l'on a donné à cet enfant, ou Pierre, à cet enfant qui est parti, bon, et que tout d'un coup on se dit waouh, mais c'est pas simplement un enfant que j'ai perdu, c'est mon guide. Bah, il y a quelque chose de l'ordre du deuil qui se fait quasiment instantanément et, Mm. et qui donne un sens à tout ça. Et tu vois, au dos, il y a le témoignage d'une femme qui a perdu des jumeaux. Elle est tombée sous pouce gauche Gaël, qui était le prénom de la petite fille, et pouce droit, son frère. C'était des jumeaux. Incroyable. Elle dit, cette expérience a Ouais. réellement changé ma vie. Elle a diminué ma peine et mon chagrin en les changeant en joie et en compréhension, Maryse.
Donc, en joie. Enfin, je veux dire, c'est quand même fou. Donc, voilà. Et Donc, Joy, c'est le nom quand on était justement dans cette idée d'un jour avoir un enfant, on l'aurait appelé. Enfin, après, c'était passé parce que je trouvais que ça faisait nom d'animal, mais c'était Joy. Alors, incroyable. du coup, quand tu dis Jean et que tu dis joie, je me dis, c'est quand même fou, tu sais, que tu utilises ces termes-là. Mm. Bon, quand je suis en podcast ou un truc comme ça, il se passe souvent des petites choses comme ça, il n'y a jamais de hasard. Mais comment dirais-je, c'est pour moi, là, je t'inviterai à faire le protocole 6+ avec toutes les personnes, les femmes de ta famille qui ont souffert d'avoir perdu un enfant et toutes celles qui ont connu la pauvreté. Mais imaginons par exemple que ta mère ait connu et fait une fausse couche et puis, comment dire, ait connu la pauvreté à un moment donné. Pas besoin de faire 2 fois le protocole avec elle si Mm. tu en fais un package. Maman, Mm. tu as vécu la pauvreté pendant que tu étais petite. Voilà. Et même plus tard, ton frère t'a piqué ton héritage, n'importe quoi. Et en plus, c'est vrai? Non. Peut-être. Bon, ok, j'ai rien dit. Bon, enfin, si je l'ai dit. Bon, bref. Et, Et puis, comment dire, et en même temps, tu as tellement souffert d'avoir perdu cet enfant, je viens de l'apprendre. Et de mon côté, bah, j'ai pas d'enfant parce que j'ai pu peut-être hériter je dis n'importe quoi, l'arrière-grand-mère ou la grand-mère qui s'est dit avoir un enfant, donc qui est mort, c'est horrible. Et ça s'est transformé à l'intérieur de moi. Avoir un enfant, c'est impossible. Tu vois, serein, c'est impossible. Et donc, Mm. euh, et sur le plan financier, bah, c'est pas l'abondance. Et j'aimerais bien que, voilà. Et tout ça, c'est terminé, etc. Voilà. Et donc, ça, moi, chaque fois, Élise, que je me rends compte que j'ai un caillou dans la chaussure, quelque chose qui m'empêche d'aller à destination de mon rêve, un truc comme ça, je me pose, je note comment je le perçois, et c'est là où je fais appel aux blessures de Lise. Je le vis comment? Si le truc est concret, par exemple, j'ai des problèmes d'argent, c'est pas fluide, je marque, j'ai des problèmes d'argent. Bon. Mais si, imaginons, je me fais engueuler par mon patron ou un collègue, ou en tout cas, je me dis, purée, pourquoi, quoi? Non, c'est pas possible Mm. ça. Ou par ma sœur, un truc, ah non, comment je le vis? Injustice. Ok, injustice. Non, non. Eh ben derrière, je cherche les personnes qui ont un problème d'argent et qui ont vécu de l'injustice, de mon point de vue. Mm. C'est D'accord. vraiment de partir, et puis c'est là où tu as tes talents de journaliste, c'est de partir en exploration, en fait, à se poser des questions, d'aller explorer tout ce qui est en lien à ce que je suis en train de vivre, et surtout de le verbaliser, parce que sans doute la manière aussi dont on a de nommer la chose, elle a du sens dans l'histoire. Tellement, mais tellement. Il faudrait s'enregistrer. Tellement. Là, il y a des fois, les gens me parlent, j'entends un petit mot, ting, bing, 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 bing. Tu vois? Comment dire? C'est pour ça que c'est bien, à la limite, d'en parler aux autres. En disant, voilà, et qui nous disent la manière dont on l'a dit, etc. Mais moi, j'en parle à une amie qui me dit, comme ta grand-mère, si il n'y a pas ce déclic, enfin, tu te rends compte. Ouais, Bon, ouais. donc, euh, et aujourd'hui, le problème d'invisibilité n'existe plus du tout. La reconnaissance est formidable. C'est exceptionnel. Euh, c'est même incroyable. Ouais, c'est au-delà de ce que tu espérais finalement. C'est au-delà de ce que tout le monde, enfin, même l'éditeur n'y croyait pas. J'écris du roman à la base. Je suis roman policier, psychologique. Mm, mm, Voilà, donc je suis mm, pas du tout, moi, je suis pas vouée à partir vers le développement personnel. mm. Pas du tout. Moi, on m'aurait dit Ouais. ça, j'aurais éclaté de rire. Je dis, oh, quelle perte de temps, les amis. Moi, j'ai du boulot là. Grosse bosseuse. Jamais je serais allée là-bas Mm, mm, si je n'avais mm. pas vécu ça moi-même. Donc, Et ça m'a imposé. Vas-y, dis-moi. est-ce que tu considères, tu sais, justement, parce que tu sais, des fois on se dit, moi j'ai envie de faire ça. Je t'avoue qu'un jour, moi j'adorerais aussi aller sur scène.
Mais Bah, tu sais, imaginons quelqu'un d'autre, tu sais, justement, elle a un rêve, tu sais, il y a un truc qui monte. ouais. Et elle pourrait, donc très rapidement, l'ego pourrait dire non, mais n'importe quoi, ou tu sais, remettre ça en question. Mais est-ce que d'après toi, tu sais, si on a à un moment donné juste la pensée qui arrive, Mhm. est-ce que ça veut dire que c'est quand même quelque chose à honorer? C'est-à-dire en gros, on penserait pas à quelque chose c'est qui nous concernerait pas. Je sais pas si je suis claire dans ma Hyper manière de clair, parler. hyper clair. Il faut y aller à 2000%. Mm. Et donc, ça C'est serait d'explorer. Donc, je laisse vivre ce truc-là. Et ouais, après, effectivement, si je vois que ça coince, là, je sens que je suis au bout de mes godasses. Là, je sens que oui, il y a ouais, des machins. Et c'est là où je vais commencer à me poser des questions. voilà, exactement. C'est pour ça que moi, en plus des 5 blessures, j'en ai rajouté 5. Il y a la culpabilité, il y a l'impuissance, il y a la tristesse, il y a la peur et la colère. Bon, Mm. il y a des fois, tu fais pas un truc, pourquoi? Parce que tu as peur. Tu as une peur viscérale de te planter. D'accord? Et cette peur, elle vient d'où? Elle peut venir de moi, de ce que j'ai vu qui m'a, dans mon enfance, mis en insécurité. On a plein. Et peur d'être abandonné, peur de mourir, peur de mal faire, peur de décevoir, peur de ne pas être aimé. On a plein de motifs d'avoir peur hein, quand on est petit. Bon. Et Mm. l'épigénétique, elle a montré que ces peurs-là, elles ont un impact sur notre génome, sur nos gènes, que nos protéines, enfin, nos cellules fabriquent des protéines spécifiques, ça impacte notre corps. Donc les peurs, c'est prouvé scientifiquement, là encore, ça impacte notre corps. Et donc notre sommeil, notre digestion, etc. Et donc, bah, si tu dors mal, bah, tu dis, ah ben non, c'est pas possible, nanana. Bon. Bon. Donc, ces peurs, elles viennent de mon enfance ou elles viennent des héritages émotionnels, des choses qui ne m'appartiennent pas. Moi, j'ai énormément travaillé sur mes peurs. Parce que les peurs, tu as peur de mal faire, tu as peur de perdre un enfant, tu as peur, enfin, c'est impressionnant, ça peut aller dans tous les sens. De moins être aimé quand ta mère a un enfant et que si c'est la première, tu vois ce que je veux dire? Bon, il y a Ouais. plein de choses. Bon. Euh, donc, peur, qu'est-ce que je voulais dire? Ça m'échappait complètement. Euh, après, oui. Après, pour donner un petit coup de pouce, et c'est ce que j'explique dans Plus jamais seul, ce guide à nos côtés. C'est formidable de faire l'expérience, c'est super. C'est très waouh, et pour les personnes cartésiennes, ça les fait tomber de leur chaise, hein, clairement. Bon, parce que Ouais. quand tu n'y crois pas du tout, je donne le cas de quelqu'un qui tombe sous ses pouces sous le prénom Bill, et qu'il a sa mâchoire qui se décroche parce que Bill, c'est le prénom qu'il donnait à son nounours quand il était petit, et que Bill, c'est pas un prénom de nounours au départ, mais que tout Mm. simplement, en fait, il était tellement connecté à son guide qu'il a entendu son prénom et qu'il l'a donné à son confident, à son nounours. Et le gars en question, qui était ultra critique, quand on tombe sur Bill, il dit plus rien, le gars. Alors Ouais. qu'avant, il disait, alors qu'avant, il disait bullshit. Bon, mais donc c'est waouh, ok, mais c'est pas seulement ça. Ça permet aussi d'avancer vers notre mission de vie. Et notre mission de vie, c'est quoi? C'est peut-être de monter sur scène pour toi par rapport à ton envie. Ça peut être aussi de guérir de blessures de la lignée, de se relever d'un divorce, etc., etc. Et donc, euh, comprendre notre mission de vie, ben, on va demander à notre guide. Demander à notre guide aussi de mettre sur le chemin les bonnes personnes, et peut-être que ce soir, modestement, je fais partie de ces personnes pour te mettre sur ton Ouais. chemin. Et j'espère qu'un jour, j'aurai le plaisir de te voir sur scène. Tu vois, j'adorerais, j'adorerais. Et je suis sûre que tu peux faire quelque chose d'extraordinaire. Donc, tu as l'éloquence, tu as un physique, c'est pas rien, déjà. Comme, je veux dire, non mais voilà, tu sais te remettre en question, tu as certainement plein de choses à partager. Vas-y, à fond. Et comment dire, et comprendre euh, comment parler à notre guide pour lui demander conseil, pour nous permettre d'avancer sur notre mission de Mm. vie. C'est essentiel, c'est un allié pour la vie. Encore une fois, qu'on y croit ou pas, essayons et faisons Ouais. notre avis après. Et justement, quand tu parles de la mission de vie, du coup, ça serait effectivement commencer à interroger et recevoir des informations ou comment est-ce qu'on peut la découvrir, cette mission de vie? Bah, justement, j'en parle dans le livre, c'est beaucoup, beaucoup de pages. Oh. Comment est-ce que je pourrais résumer? Euh, bah,
j'explique comment donner, quelles sont les phrases qu'on peut poser à notre guide justement pour pouvoir le solliciter. Euh, il y a 5 techniques, notamment celle du rêve. Je vais te raconter mon spectacle. J'hésite à le faire et je demande à mon guide, merci d'indiquer dans mon rêve, dans mes rêves, si je dois me lancer dans ce spectacle ou pas. Et 3 jours plus tard, c'est le 5 décembre, donc c'était il y a un an, il y a 3 ans, pratiquement la même. Enfin non, on n'est pas en décembre, pardon. Ce podcast est enregistré. Plouf, plouf. Donc, je fais un rêve, je rêve de Johnny Hallyday qui me dit, il me parle, on se tutoie, hyper sympa et tout, et puis il regarde mon bras et puis il me dit, t'as une tache. Je me réveille, j'ai l'impression de l'avoir rencontré. Je suis hyper étonnée. Dans la journée, je monte à Paris, je regarde sur Internet, je scrolle sur Instagram, je tombe sur une vidéo comment il s'appelle, Camus, Jean-Pierre Camus, je crois, le producteur de Johnny, qui dit que les derniers mots que Johnny lui a dit avant de mourir, il a regardé son corps comme ça et puis il lui a dit, t'as une tache. Je me dis, purée, c'est mon rêve. Je suis tellement abasourdie, Élise, que le soir, je vais au restaurant, le restaurant est vide. Il est tellement vide, ça n'arrive jamais. J'en parle au directeur de l'établissement, parce que j'ai l'impression qu'il s'embête. Je lui raconte et puis il me dit, normalement, je ne parle jamais, ce gars, je l'ai vu 3 fois dans ma vie. Bon. Et il me dit, ah ouais, il est mort quand, Johnny? Il prend son téléphone, il fait, ah, il est mort aujourd'hui, il y a 2 ans. Enfin, il y a 3 ans, du coup. Non, ouais, donc c'était il y a 3 ans, ça. Et donc, il était mort, oui, il y a 2 ans, ça faisait 5 ans. Euh, Et il me dit, mais c'est dingue, vous avez rêvé d'être Johnny le jour de sa mort. Là, moi, je suis pétrifiée. Je sais pas, mais je sais pas quoi en faire. Bon, le Hmm. lendemain matin, je me réveille, je vais à nouveau sur Instagram et là, je tombe sur une chanson de Johnny. Je tombe jamais sur des trucs de Johnny. Je n'étais pas fan du chanteur, je l'écoute, mais bon, tu vois. Et Ouais. là, une chanson que je connais pas, dont les paroles, c'est Je viendrai dans, parce que depuis maintenant je la connais, dans tes rêves qui rendent heureux pour qu'un jour, pour que de faire de tes jours le plus beau jour de ta vie, enfin un truc. Je viendrai dans ta vie, dans tes rêves, la nuit, pour rendre heureux tes jours. Je me dis, mais il est venu dans mes rêves. Bon, j'ai une interview avec une nana du Figaro 2 heures plus tard. Je lui en parle. Improbable. Jamais je fais ça. Et c'est Lana, elle me donne la clé. Elle me dit, mais si tu as une tâche, c'était pas une tâche, mais Ah, une une tâche. mission. Ouais, ouais. Et purée, une mission. C'est mon spectacle. Ok, j'ai entendu. Et Adeline Blondiot, qui est une amie, qui est l'ex-femme de Johnny Hallyday, je l'appelle et elle me dit, mais oui, puis Johnny, la scène, comment te dire que c'était quand même le roi? Elle me dit, Hmm. là, on te dit, innove, ma grande. Vas-y, fonce, touchous. Eh ben, j'y suis allée. Donc voilà un des moyens, un des 5 moyens pour parler et communiquer notre guide et recevoir les informations. On est tellement cailloux, on est tellement formaté Ouais. dans la science, le matériel, les choses, que tout ça, c'est du pipi de chat. On n'y croit pas, c'est du n'importe quoi. Moi, je suis cartésienne au départ. Au départ, moi, je dis, mais arrêtez, c'est des conneries tout ça. Donc, c'est vrai que s'ouvrir à l'intangible, à l'invisible, c'est bizarre. Hmm. On n'a pas l'habitude. Et pourtant, c'est un outil fantastique. Moi, aujourd'hui, sollicite presque Je un, saucisse. je le saucisse presque un jour sur 2. C'est incroyable. Même pour Je envoyer sais un... que tu manges du saucisson, t'as dit dans le spectacle. Moi aussi, je mange du saucisson et des chips. J'adore C'est ça. c'est le corps qui parle. J'adore le saucisson. Voilà, donc voilà, voilà, voilà. Ah, génial. Et puis même, pas, enfin, parce que du coup, ce qui est, tu sais, ce qui peut effectivement être rassurant avec toi, parce que, tu sais, si on prend juste tes livres, par exemple, moi, je te connaissais pas au départ, tu sais, et je lis ces livres et tu sais, d'emblée, je me dirais, mais elle est complètement perchée, cette nana. Tu sais, elle est complètement perchée, elle parle aux petits oiseaux, là, là. Mais en même temps, et en fait, en réalité, mais c'est tellement ancré, effectivement, tu sais, quand même, dans la matière, tout ce que tu proposes. Ah Et ouais. tu fais vraiment ce mariage. Je crois que c'est ma mission de vie. C'est Ok. faire un pont entre la science et l'intangible. Parce que c'est pas. Et tu vois, mon guide, dans la technique de guide, moi, le prénom de mon guide, je ne suis pas tombée sur quelqu'un de ma famille, parce qu'il y a guide
guide spirituel, etc., etc., animal totem. Bon, et moi, c'est un guide spirituel parce que c'est un prénom que je ne connais pas, c'est un prénom brésilien. Et c'est pas un hasard, Elise. Pourquoi? Parce qu'au Brésil, la science et la spiritualité sont au même niveau. Et je crois que c'est ce Hmm, qu'on me demande de faire. C'est pour ça que j'ai un guide hmm. brésilien, tout simplement. Pour eux, la science, c'est au sommet, la spiritualité, pas la religion, la spiritualité, la reliance avec l'invisible, avec ses forces intangibles, euh, avec le magnétisme, avec la guérison, avec le pouvoir de l'intention. Pour eux, c'est hyper haut niveau aussi. Et il n'y en a pas un plus haut que l'autre, c'est au même niveau. Pourquoi ce serait incompatible? Tu vois, tout à l'heure, quand tu m'as dit, j'ai des frissons, bon, c'était... Non, non, ça c'était pour la boule, mais parfois, tu sais, tu vis quelque chose, on te dit quelque chose, tout d'un coup, tu as des frissons. Et moi, les frissons, j'aime bien dire que c'est le guide qui pose sa main sur une fille. Écoute ce qu'elle dit. Oui, il y a quelque chose à l'intérieur. Ça me le fait là. Et ben voilà. Ça me- Mais je suis sûre qu'il y en a beaucoup. Il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui sait que oui, tu es en reliance avec ce guide qui attend qu'une chose. Il est à côté de toi. Comme ça, il attend qu'une chose, c'est que tu lui demandes de l'aide. Tu vois. Ouais. Et Hmm. je dis toujours, un guide ne s'use que si on s'en sert pas. Il faut lui demander de l'aide. Excellent. Tu vois. Hmm, Donc, ouais. Donc, oui, moi, j'ai cherché à me rassurer d'abord, hmm. parce que j'étais la première dubitative. Donc, et encore une fois, il y a des choses qu'on n'explique pas, mais la force du pourcentage, Ouais, c'est sûr. Parce que quand on entend, la dernière fois, je suis passée sur un de tes lives, oui, euh, beaucoup de personnes qui étaient là, qui témoignaient, et puis qui témoignaient justement, ben, tu sais, on pourrait dire des miracles, tu vois, qui sont passés pour eux. Et ça fait trop de hasard. C'est pas possible, en fait, à un moment donné. Et en fait, quelque part, je me dis, on serait bien bête, tu sais, de pas essayer. Parce que qu'est-ce que ça coûte? Tu sais, bah, c'est ça parfaitement coûte rien. résumé. C'est parfaitement résumé. Tu vois, à l'issue des spectacles ou même des conférences, les gens me disent pas bonjour. Ils me disent merci, Ouais. d'emblée. Merci, je suis sortie du burn-out grâce à vous. Merci, j'ai quitté pervers narcissique grâce à vous. On n'a pas parlé d'énergie, on n'a pas eu le temps, il faudra peut-être refaire. Ouais. C'est vrai que je vois le temps qui passe, je me dis, punaise, on pourrait parler des heures. T'es Et vraiment très, très est-ce agréable qu'on d'écoute. on peut continuer un peu ou pas? Parce que Bon, allez, allons, continuons. on continue, on est fou, Continue. on est Mais folle, oui. on assume, on est folle. Bon, l'énergie, c'est hyper important parce que ça, euh, je vais être un peu grandiloquente. Ça peut sauver des vies. Moi, je me suis intéressée à l'énergie parce que ma meilleure amie décède des suites de harcèlement de son mari pendant plusieurs dizaines d'années. Elle meurt d'épuisement. Et je me demande comment ça se fait que j'ai pas compris que c'était si grave. Comment on peut mourir d'épuisement aujourd'hui? Ce n'est pas possible. Et je vais faire 2 ans où je vais, journalistiquement parlant, chercher, je vais interviewer des psychiatres, je vais lire des livres de psychotrauma, je vais essayer de comprendre ce qui se passe. Et en fait, ce que j'ai compris, si on devait résumer, c'est que il y a quelque chose sur lequel on est tous d'accord, c'est que quand on vit une épreuve, on perd de l'énergie. Ça, on l'a tous expérimenté. Bon, Ouais, je suis au chômage, je suis à plat. Comment ça va? Je suis vidé, les gars. Qu'est-ce qu'il y a? On va même apprendre qu'un tel a eu un accident, je suis vidé. Non? J'ai ouais, plus, carrément. hein? J'ai plus d'énergie. Non, non, mais là, je m'en reviens. Ah, j'ai peur pour ma mère, elle va très mal. Je suis à plat, vidé. Bon, on vit une épreuve, on perd d'énergie. Ça, on est tous d'accord. Bon. Euh, L'énergie, là où ça devient plus intéressant, plus subtil, plus bizarre, je dirais, c'est que à partir du moment où une personne nous déstabilise à répétition, ça veut dire quoi? Une personne qui nous fait des chauds et froids incessants, qui nous manipule, qui nous humilie, une personne qui se plaint sans arrêt, une personne qui, comment dire, euh, en dépression, une personne qui crie tout le temps. Tu sais jamais l'ampleur que ça va avoir, tu sais jamais quand ça commence, tu sais Mm. jamais quand ça finit. Déstabilisation répétée. Et il y a une psychiatre qui est très connue, qui s'appelle Marie-France Irigoyen, qui a travaillé sur les systèmes de manipulation et qui, au sujet de ces déstabilisations répétées, tu remarques que je parle même pas de personnes toxiques, hein, parce qu'une personne Ouais. dépressive, elle n'est pas toxique, hein. Mm. Bon.
elle est toxique, mais on la considère victime ou tu vois en burn-out. Bon, voilà. Mm, mm, Bon, une personne qui nous déstabilise, elle appelle ça, elle évoque des vampirisations inconscientes. C'est-à-dire que la personne va mal, l'autre, et comme elle ne travaille pas sur elle, elle va pas faire les trucs de Lise Bourbeau, elle va pas voir de thérapeute, elle travaille pas sur elle. Le seul moyen d'aller mieux, c'est de déprécier l'autre, de l'engueuler, de faire vivre des colères, de la tristesse, de se plaindre. Oui, mais gna 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 gna. Ah, mais moi, tu sais, nanana, ouais, gna 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 gna. On raccroche, on est épuisé, quoi. Épuisé, ouais. mm. Bon, eh ben, ce mécanisme-là, quand on raccroche ou quand on est avec des personnes comme ça, nous, on finit, on est à plat, l'autre va mieux. C'est comme si les vases communiquaient, la vampirisation inconsciente dont parle Marie-France Irigoyen. En fait, ma détresse, je vis une épreuve, je perds de l'énergie, l'autre s'en nourrit. Et je te l'accorde que ça pourrait être simplement une hypothèse farfelue. Et on pourrait s'arrêter là. Sauf que cette hypothèse étrange, c'est la seule qui permet de comprendre pourquoi les personnes qui subissent de la violence ne partent pas, pourquoi les personnes qui vivent des manipulations ou des choses terribles ou des violences sexuelles, physiques ou psychologiques, mon ami, elle n'est pas partie. Ouais. Certaines partent et reviennent après. Mm. Moi, il y a une fois un médecin qui me dit, je vois une femme tabassée par son mari dans la rue, je castagne le mari, je relève la femme, elle est repartie avec lui. Mm. Bon, aucun psychiatre ne comprend cette attitude. On nous a dit quoi? Masochisme, faiblesse, habituation à la douleur, syndrome du sauveur, euh, dépendance affective. C'est une affiche sur notre front, j'en fais quoi? Ouais. Or, si l'autre nous a pris de l'énergie, prenons ce personnage. Imaginons qu'il m'a déstabilisé. Ouais, t'es nul. Ouais, tout ce que tu fais, c'est nul. Et puis, de toute manière, tout est ta faute, machin. Ou bien, j'en ai marre, je suis fatiguée, c'est nana. Est-ce que tu peux m'aider? 15 fois par jour. Bon. Mm. Je perds mon énergie parce que je suis déstabilisée, je ne sais plus quoi faire. Je n'ai pas le mode d'emploi. S'il récupère l'énergie, mon hypothèse, Mhm. et que je décide de partir, en me connectant à mon énergie, je vais me connecter à l'énergie qui est dans son corps. Et du Mm. coup, je vais penser à lui et je vais me dire, ah ben si je pense à lui, c'est que je l'aime. Ou je peux pas la quitter. Ou si je suis partie, je reviens. Et en fait, Mm. ça permet de comprendre que on ne peut pas s'abandonner soi-même. C'est la Mm. seule hypothèse qui permet d'expliquer l'attitude inconcevable, entre guillemets, des personnes qui subissent des violences psychologiques, sexuelles ou physiques. C'est inconcevable, sauf quand on considère ça comme ça. Ce sont des personnes qui sont vampirisées et qui, au contraire, sont extrêmement fortes parce qu'elles perdent de l'énergie tous les jours, jusqu'à parfois en mourir, et elles restent. Et donc, c'est un effort surhumain de se détacher, de partir de cette énergie qui n'est plus à l'intérieur de soi. Et c'est là où ça rejoint ce que je disais au début, c'est-à-dire que dans toutes les sagesses ancestrales que j'ai rencontrées, les chamans, il y a un point commun, c'est les recouvrements d'âme. Qu'est-ce que c'est un recouvrement d'âme? C'est tout simplement le fait de récupérer notre énergie, récupérer notre âme. C'est-à-dire qu'en fait, au fil des agressions, des conflits, on a perdu des parties de notre âme. Et notre âme, c'est notre énergie, c'est voilà, c'est notre essence vitale, c'est notre force vitale. Comme je dis dans le spectacle, hein, l'ancien combattant, quand il revient sur le lieu où il a fait la guerre, il dit, ici, j'ai perdu une partie de mon âme. Une personne qui Mm. a la mort d'un proche ou qui a été violentée, elle dit, ce jour-là, j'ai perdu une partie de mon âme. Et quand on Mm. meurt, on dit qu'on rend l'âme. Et donc, cette âme, ce que les sagesses ancestrales disent, c'est que on perd des bouts de notre âme, de parties d'énergie, de parties de notre âme, et qu'il faut les reprendre, les recouvrements d'âme.
Et recouvrement d'âme, c'est le protocole 5, voilà, de la clé de votre énergie. Et la perte, du coup, elle advient de quoi? C'est quoi? C'est qu'on n'est pas assez t'es solide, tous les bouts sont pas suffisamment collés en nous, ce qui fait qu'on en perd. Tu sais, comment est-ce qu'on expliquerait cette perte? Ah, c'est une question géniale. Eh bien, en fait, c'est qu'avant, il y a eu une première fois, il y a eu une première fois où on a perdu de l'énergie. C'est une question essentielle. C'est-à-dire que de 0 à 9 ans, on n'est pas équipé pour faire face à l'adversité. L'adversité, c'est quoi? C'est un déménagement quand on a tous nos copains et qu'on ne peut plus les suivre. C'est quoi? C'est un grand frère ou une grande sœur, un petit frère ou une petite sœur qui accapare l'attention de nos parents et qui nous dit maman ne m'aime plus. Hmm. C'est la mort de la grand-mère ou du petit chat. Épreuve. C'est la perte d'emploi du père. On n'a plus d'argent. Hmm. Tu ne pourras pas t'acheter les jolies chaussures comme tes amis parce que ton père n'a plus d'argent. À 7 ans, je suis désolée, c'est le gouffre. Hmm. Perte d'énergie. À partir du moment où il y a perte d'énergie, ça crée une béance à l'intérieur de nous, un trou, un vide, qu'on essaie d'ailleurs souvent de compenser par des addictions, Hmm. sucre, saucisson, chips, je dis ça. Non mais voilà, euh, Chut. je dis rien. Et, et comment dirais-je, les personnes qui nous maltraitent, elles sentent ce vide, elles, Ok. elles le perçoivent. Par après. Après, elles savent qu'elles vont pouvoir rentrer à l'intérieur pour mieux nous manipuler. C'est inconscient, mais elles le sentent. Et souvent, elles tombent amoureuses de ce vide dans lequel elles vont s'engouffrer pour pouvoir nous manipuler. Donc, ça explique d'ailleurs, et c'est pour ça que je te remercie pour cette question, qu'il y a des fois, il y a des personnes qui me disent, incompréhensible, je suis tombée sur une personne toxique. Ensuite, je suis tombée sur un patron toxique. Après, je suis retombée sur une personne toxique. Je me dis, maintenant, j'ai tous les outils, je sais reconnaître. Comment se fait-il que le sort s'acharne? Hmm. Parce qu'on n'a pas refermé la blessure, le recouvrement d'âme, ce que j'appelle moi le reset énergétique. Tant qu'on n'a pas refermé cette blessure, eh bien, l'univers, dans sa bienveillance, au secours, nous montre, eh Hmm. bon, alors, Natacha, elle est sympa, on va l'aider. Alors, elle n'a pas refermé ses blessures, ok, on lui remet un petit coup de personne toxique pour qu'elle comprenne. Hmm. Voilà. Hmm. Et donc, les personnes ne sont pas faibles, elles n'ont pas, je veux dire, c'est au contraire, c'est des personnes souvent magnifiques, qui ont des qualités exceptionnelles. On vient chercher, moi je dis toujours, on vous met un plat devant vous, chips, saucisson et, moi j'aime pas trop le fromage, camembert. Bon, je vais prendre chips, saucisson. On prend ce qu'on aime, non? Ouais. Bon, et ben donc on se nourrit de l'énergie d'une belle personne. On va pas aller Hmm. chercher l'énergie de quelqu'un de pourri. Aucune Hmm. chance. J'ai des personnes qui me disent, euh, moi, ma mère est ultra toxique avec moi, avec mes trois frères, c'est un ange. Pourquoi? Je dis, c'est vous qu'elle préfère. Elle me dit, pardon. Je dis, pardon. Elle me dit, pardon. Je dis, oui. Elle vient chercher l'énergie qu'elle préfère. Alors, ça excuse pas. Ça l'explique. Hmm. Refermez, refermez. Mais elle se nourrit de votre énergie. Et les personnes souvent me disent, waouh, j'ai toujours pensé que je me rappellerai toujours à l'issue d'une conférence, un mari, une femme comme ça. Le mari, il est presque plus remonté que sa femme. Il me dit, ouais, ma mère, nanana. Enfin, sa mère, nanana. Et quand je lui dis, c'est votre énergie parce que c'est vous, votre énergie, vos valeurs, vos qualités qu'elle apprécie le plus, elle s'effondre en larmes. Et elle me dit cette phrase, elle me dit, je sais maintenant que je vais réussir à lui pardonner. Hmm. Je pensais que j'y arriverais jamais. Ça va me prendre du temps, mais Hmm. je viens de comprendre que finalement ma mère a vécu des épreuves bien avant, Hmm. qu'elle essaie de compenser ce manque d'énergie, cette perte d'âme, bah, soit avec de l'alcool, elle me dit notamment, mais aussi en me prenant mon énergie à moi.
J'ai compris. Pa- Parce que du coup, parce qu'évidemment, bah, on a celles qui perdent l'énergie, donc il y a ceux qui vont la prendre, mais Ouais. les personnes qui vont la prendre, parce que il y a un des postulats, c'est que, en tout cas celui de T. de Lise, c'est qu'il n'y a pas de méchants sur Terre, il n'y a que des souffrants. C'est-à-dire qu'il y a des expériences dans la vie, il y a des pervers, puis il y a des gens qui sont face à ces pervers. Mais est-ce que, par exemple, le pervers, lui, dans son intention inconsciente ou consciente, je sais pas trop, qu'est-ce qui fait que lui, il est amené justement à aller récupérer cette énergie ailleurs? Pour moi, il n'y a même pas que des souffrants. Pour moi, il y a des expérimentants. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. C'est des expérienceurs. C'est-à-dire qu'en fait, tout n'est qu'expérience. Ce serait dommage de se définir par victime ou souffrant. Euh, mais n'empêche que la souffrance, elle est là. Bon, donc tout va bien. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, pour moi, la vampirisation inconsciente dont parle Marie-France Irigoyen, dans 99% des cas, elle est inconsciente. Inconsciente. Hmm. Inconsciente. La personne va mal, elle fait ce qu'elle peut pour aller mieux. Et si, pour aller mieux, c'est de dire, t'es vraiment qu'une pauvre conne, et qu'après il va mieux, parce que l'autre, elle est détruite. Parce que s'il y a deux personnes comme ça, bon, lui, il est faible. Bon, t'es vraiment rien qu'une conne. Excusez-moi pour le gros mot. Ouf, je perds l'énergie. Et tout d'un coup, l'autre, sans bouger, il est passé au-dessus. Ouais, Hmm. il va mieux, il se sent mieux que l'autre. Alors qu'elle a Hmm. plein, plein, plein de valeurs. Il ou elle, d'ailleurs, ça marche dans les deux sens. Plein, plein, plein de valeurs. Donc, impossible d'être dessus. Mais là, tout d'un coup, elle va au-dessus. La détresse de l'un nourrit l'autre. Et euh, après, les personnes qui ont expérimenté ça auprès d'une personne, une deuxième, etc., je pense qu'au bout d'un moment, ça devient conscient. D'accord. Ils se rendent compte qu'ils vont mieux. Voilà. Et que quand ils font mal, ils se rendent compte qu'ils vont mieux. Ils font mal à quelqu'un d'autre, ils se rendent compte qu'ils vont mieux. Mais, comment dirais-je, c'est un réflexe. Quand, par exemple, on dit à un enfant, non, je joue pas avec toi, j'ai trop de travail. On l'a tous expérimenté, ça. Hmm. En tant que parent et en tant qu'enfant. On a perdu de l'énergie. Maman m'aime pas. Est-ce qu'on l'a fait exprès? Est-ce que c'est de la méchanceté? Non, j'ai du boulot, les gars. Non, c'est pas de la méchanceté. C'est pas de la méchanceté. Donc, c'est quelque chose qui, voilà. En fait, l'important, c'est d'ouvrir les yeux sur le fait que nous sommes des personnes blessées depuis longtemps et depuis tellement longtemps que certaines blessures ne nous appartiennent pas. Bon, ma vision des choses. Chacun fera Ouais. comme il voudra. Comment dire? L'important, c'est de se dire que ces blessures peuvent être euh, apaisées, elles peuvent être cicatrisées, elles peuvent même quasiment disparaître. Euh, et que ça vaut le coup, comme tu l'as dit, d'essayer, euh, voilà, d'essayer de faire et de refaire. Et quand je disais tout à l'heure avec grandiloquence que ça a permis des gens de vivre, c'est que tu vois, j'ai écrit un livre après m'être intéressé sur cette question, un roman, Les blessures du silence, qui est un roman, voilà, sur la toxicité, les mécanismes, etc. Et c'est un livre, c'est un roman policier, et j'ai beaucoup dit aux personnes qui vivaient, qui avaient un proche qui vivait ça, envoyez-le de manière anonyme à la personne. Parce que quand ça vient du proche, Hmm. à la poubelle. De toute manière, l'autre toxique lui a dit qu'on ne valait rien. Donc ça va partir à la poubelle directe. Mais alors que si vous le prenez, il existe en poche à 9 euros, je crois, bref, avec simplement une amie qui vous veut du bien, même si c'est une maman qui envoie, ou un frère ou une sœur, Hmm. ou bien mieux que ça encore, euh, l'intrigue vous surprendra, surtout la fin. Parce qu'à la fin, il y a le protocole, le reset énergétique pour récupérer notre énergie. Je l'ai mis à l'intérieur. Voilà. Pour justement récupérer l'énergie que l'autre nous a prise. Et Hmm. tu vois, et j'ai des personnes qui sont venues à mon spectacle ou à des conférences qui étaient en larmes et qui me disaient,
ça va me donner l'émotion, qui me disait, j'ai reçu un livre, je sais Mmh. pas de qui, mais j'ai réussi à partir et je viens vous voir pour vous remercier, vous, parce que je sais pas qui remercier. C'est incroyable. Je suis en Waouh. vie, je suis en vie. J'étais partie pour mourir. Suicide psychologique, j'étais en train de m'effondrer. Mmh. Voilà. Et donc, cette histoire d'énergie, finalement, euh, encore une fois, scientifiquement parlant, pas facile à prouver ce que c'est l'énergie. Mais si statistiquement parlant, un très grand nombre de personnes, et le succès du livre a tendance à le montrer, ont fait ce recouvrement d'âme, ce reset énergétique, ont pu se détacher de personnes toxiques et vivre. Mmh. Ah, c'est cool. Et il y a des personnes, tu vois qui m'ont dit, alors je l'ai fait, je crois que c'est hier, j'ai reçu un message d'une personne comme ça qui m'a dit, je l'ai fait 4 fois avec mon ex. Super. D'autant plus que il m'a quasiment demandé pardon, le truc qui arrive pas souvent d'ailleurs, hein, bon. Elle me dit, j'en reviens pas et tout ça. Néanmoins, elle me dit, je sens que je pourrais retomber encore sur d'autres personnes comme ça. Elle me dit, je vois à travers les personnes chez qui je suis attirée que je lui dis, qu'est-ce que vous avez vécu avant qui vous a fait perdre l'énergie et qui vous a pris l'énergie avant? Elle me dit, bah, j'en sais rien. Je dis, est-ce que vous avez fait le protocole avec vos parents? Ah non. Je dis, mais les parents, ils vous en ont pris, tout le monde, il n'y a pas un parent qui n'a pas pris l'énergie à son enfant. On va faire Mmh. avec vos parents. Je dis, puis vos frères et sœurs, vous l'avez fait? Ah non. Je dis, ah bah, les frères et sœurs, parfois c'est costaud, hein. Et patron. Et des fois, ouf, chaud. Allez, petit Mmh. protocole 6, hein. Donc, voilà. Mmh. C'est le moyen Alors, encore une fois, c'est pas une baguette magique. Et l'important, de faire en conscience les choses et puis de répéter et de continuer, etc. Mais c'est tellement. Il peut y avoir de telles fulgurances. C'est Mmh. impressionnant. C'est impressionnant. Et dans tes projets d'écriture, alors, l'idée, ça serait de réussir à écrire un roman, suffisamment bien tourné, pour que les pervers ont envie de le lire, mais sans qu'ils se rendent compte qu'ils sont en train, Et d'amorcer vers faire des prises de conscience. tu sais quoi? C'est Avec. drôle que tu dis ça parce que les pervers narcissiques et toxiques qui lisent Les blessures du silence, ils se sentent pas concernés. C'est incroyable, non? Hmm. Moi, j'avais peur que d'une chose, c'était le mari de mon ami le lise. Je sais pas s'il l'a lu ou pas, j'en sais rien. Mais parce qu'à un moment donné, je me suis dit, il va peut-être se retourner contre moi, machin, tout ça. Et parce que c'est vraiment beaucoup son histoire, avec des exemples tellement. Et non. Et j'ai beaucoup de gens qui m'ont dit, notamment des gens qui viennent sur le salon du livre, je vois l'attitude de la femme, qu'elle est complètement sous emprise. Son mari est à côté. Voilà. Et lequel des romans je prends? Alors, je dis, bah, Les blessures du silence. Je le prends et puis et la femme m'écrit ensuite sur Instagram en disant, il l'a lu, il s'est pas senti concerné. Tout va bien. Hmm. Voilà. Et qu'est-ce qui fait que, dans cette époque, j'ai cette sensation, est-ce que c'est, l'émancipation de la femme? Est-ce que c'est, justement cette femme qui maintenant veut exister, qui fait que, de manière, qu'est-ce qui fait qu'il y a autant de pervers, j'ai l'impression alors je sais pas si c'était un effet de mode ou, je sais pas trop comment me positionner, vis-à-vis de ça, mais j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup. Alors c'est Et vrai que, ouais, maintenant, tout le monde est pervers presque, hein, tu vois. Enfin, je veux dire, ouais, c'est ça la dérive en fait. c'est un peu On la peut pas dire dérive, que tout le monde est. c'est-à-dire que dès que quelqu'un est pas sympa, il est toxique, il est pervers. Donc attention aux dérives, parce que quand même, il y a des codes, c'est très argumenté, on sait comment les décrire. Et quelqu'un qui est méchant, mais il peut l'être en voulant faire du bien. Parfois, on est méchant, on dit quelque chose pour croyant faire du bien, et puis ça va faire énormément de mal à la personne. Donc bon, euh, après, dans la mesure où, comment dirais-je,
les gens vont mal, dans une époque qui va de plus en plus mal, je dirais, c'est presque logique, Mm. puisque c'est un réflexe pour aller chercher, récupérer notre énergie et se sentir mieux. Moi, je dirais que s'il y avait plus de personnes qui suivraient des formations, Lise Bourbeau, ou ne serait-ce qu'y aller voir des thérapeutes, qui travaillent un peu sur elles, qui lisent des bouquins, ça arriverait moins. Aujourd'hui, Ouais. on lit plus aujourd'hui, tu vois, donc Mm. ça arriverait moins. Parce que à partir du moment où on se met en chemin, on se remet en question quand même. Mm. C'est le principe quand tu fais une thérapie. Tu te remets en question, tu te dis qu'est-ce que j'ai fait mal, qu'est-ce que j'ai mal fait, est-ce que j'ai, voilà, est-ce qu'on m'a fait mal, et en quelle proportion, est-ce que c'était volontaire, est-ce que la personne ne m'a pas aimé complètement, mais finalement elle m'a peut-être donné ce qu'elle a reçu et surtout ce qu'elle n'a pas reçu. On comprend ces choses-là tout d'un coup et on ne Mm. voit plus de la même façon les choses. Mm. Il y a une question, encore une dernière question, parce que va quand même falloir qu'on clôt cet épisode. Et Interminable. j'aurais encore une question, tu sais, parce que, tu sais, quand on parle de dépendance, tu sais, j'entends qu'effectivement, ben, on n'a plus de laisser de l'énergie. Effectivement, si on veut nous récupérer notre énergie, c'est prendre conscience qu'on en a paumé un peu partout chez plein de gens, là. Mais Ouais. quand on est dépendant, par exemple, au café, dépendant à la cigarette, dépendant à des drogues, est-ce qu'il y a un même enjeu avec l'énergie? Ben oui, pour moi, c'est les addictions, c'est ça, c'est ce vide qu'on essaie de combler. Si j'ai perdu de l'énergie, que j'ai perdu, voilà, et que j'ai une cavité à l'intérieur de moi, bon, eh ben, mon corps, il cherche une compensation Mais de tu ferais un toutes ces. protocole avec le sucre, par exemple? Non, tu fais un protocole 5 en fait. Tu fais tous les protocoles qui te permettent de récupérer de l'énergie. Donc ça commence avec le protocole 5, c'est reset énergétique suite à une épreuve. Celui-là, on le fait une seule fois. On n'a même pas besoin de citer les épreuves. Une fois. On ne le refait que si on vit une épreuve. Notre mère nous apprend tel truc, machin. Ouf, allez, on refait protocole 5. Sinon, on ne refait pas. Bon, chômage, ouf, l'accident de bagnole, ouf, bah, on fait protocole 5. Bon, l'important, c'est de trouver les moyens de combler ce manque qui est à l'intérieur de soi, qu'on Hmm. essaie de compenser avec l'alcool, le sucre, les aliments, la drogue, la cigarette, etc. Voilà. Et c'est ni plus ni moins la manifestation d'un corps en manque d'énergie, qui est leurré par quelque chose d'autre. Ça peut même être les jeux, hein. Bon. Eh Hmm. bien, donc protocole 5, et ensuite protocole 6 avec toutes les personnes qui m'ont pris d'énergie. Donc le 6 tout court, c'est avec les frères et sœurs, le patron, les ex qui nous ont fait du mal, déstabilisés à répétition. Et dans la famille, c'est le protocole 6+, qui est dans Trouver ma place. C'est que euh, et donc celui-là, on va le faire avec notre père, avec notre mère, avec nos grands-parents, avec nos oncles et tantes, c'est-à-dire au-dessus de nous. Pourquoi? Si le protocole 6, on a compris, c'est celui que c'est reset énergétique suite à un vol d'énergie, mais le plus, c'est l'aspect transgénérationnel. Et donc, c'est un protocole deux en un, shampoing et en même temps après shampoing. C'est-à-dire que le shampoing, c'est je récupère l'énergie que tu m'as prise malgré toi. Parce que Hmm. les parents n'ont pas fait exprès. Bon. Et le plus, c'est l'après-shampoing. Et by the way, les gars, maman, je vais arrêter de porter ta tristesse, je vais arrêter de porter ta colère non exprimée, je vais arrêter de porter ta blessure d'injustice, je vais arrêter de porter ta blessure en lien avec l'argent, je vais arrêter de porter, etc., etc. Tu vois? Hmm. Et donc, chaque fois qu'on va faire ces rituels, on récupère l'énergie. Pourquoi moi je dis que j'ai plus d'énergie qu'avant? Ah, parce T'as que tout récupéré. non, j'ai pas tout récupéré, parce que c'est un truc sans fin. Tout d'un coup, je me dis, ah purée, mais elle, la vache, non, 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 non. Donc je vais faire. Euh, tu vois, je dis même, je me regarde il y a 5 ans, j'ai l'impression que je suis plus jeune qu'avant. J'ai pas fait de lifting, on voit bien que j'ai pas de botox, j'ai rien. C'est un truc de dingue. Hmm. Ouais. Je
Et il y a quelque chose qui s'est régénéré à l'intérieur de moi. Là, je viens de faire un mois, mais hallucinant sur le plan de... Tout le monde me dit, on n'arrive même pas à te suivre. Tellement c'est... Ben, parce que j'ai j'ai beaucoup d'énergie de base, hein, d'accord? De base, j'en ai beaucoup. Mais j'en ai plus qu'avant. J'en ai plus qu'avant. Et je suis sûre que je n'ai pas tout récupéré. Ah, génial. Et En plus, moi, c'est génial. Pardon, je te laisse non, finir. je dis, et c'est ce que je souhaite à chacun. Ouais. Voilà, c'est que, voilà, en 2026, une année avec le printemps qui démarre, c'est le moment idéal de s'atteler à récupérer notre énergie pour redevenir une belle plante. Ouais, génial, génial. Et ça me fait, enfin, c'était ça où j'ai parlé un peu trop vite, mais tu sais, comme Lise Bourbeau, tu sais, quand tu la vois à 86 ans, euh, Elle voilà, est c'est aussi effectivement comment, parce que malgré tout, on n'en parle pas aussi directement que toi, évidemment, dans nos ateliers. Mais l'enjeu, c'est ça, hein, c'est de récupérer des parties de soi, revoir, tu sais, quels sont nos espaces de souffrance, aller accueillir nos émotions, etc. Et donc, ben, notre énergie, du coup, va être à notre service de notre régénération, etc. Et Lise Bourbeau, elle est la preuve vivante de ça, parce que je l'ai Et de rencontrée. notre prochain spectacle. Je dis ça, je dis rien. Exactement. Ah, c'est bien. Et donc, on nous souhaite d'avoir effectivement ton énergie, enfin, de nous inspirer de ton exemple d'énergie, Ouais, et que chacun retrouve son... l'exemple de tout ce que tu nous as inspiré aujourd'hui avec ta grande générosité dans cet épisode. C'était Ah. vraiment un moment hyper Et tu agréable. sais quoi? J'adore ton énergie d'ailleurs. Ouais, mais tu sais quoi? Ce qui est formidable, c'est tes questions. Tes questions, elles étaient géniales. Et tu sais, j'en ai donné un paquet d'interviews. Oh, Je- c'est chouette. Ah non, mais vraiment, t'es doué. Il y a quelque chose de très... puis t'as réussi, t'as accepté de partager des petites choses personnelles, c'est toujours un plus. Euh, il y a quelque chose qui est venu chercher, et ça, j'adore ça. Donc ça, c'est génial. Un grand merci. Ben, merci. C'est encore un cadeau supplémentaire que tu me fais là d'avoir ce message. Ouais, fonce, parce que tu es à ta place Merci. pour le coup. Ouais, vraiment, top. Merci. Je vais te laisser le mot de la fin. Tu sais, avec quoi tu as envie que les personnes qui nous écoutent repartent? Le monde est beaucoup plus grand qu'on ne l'imagine, des dimensions invisibles notamment, et que ce soit l'énergie qui est impalpable, l'énergie de notre guide, peu importe comment on l'appelle, l'univers, peu importe, ces énergies-là valent la peine de s'y intéresser, et parfois, certains drames arrivent juste pour nous obliger à ouvrir les yeux vers cet intangible. Intéressons-nous-y avant d'être touchés par le drame. Ouvrons les yeux sur l'intangible, ça vaut tellement la peine. Merci. Merci beaucoup, Natacha. Merci beaucoup, chers auditeurs, pour être restés jusqu'à la fin, évidemment, parce que c'était tellement intéressant que c'est sûr que vous avez fait un surplus de minutes. Les gens, ils sont enfermés dans leur voiture, tu sais, ça fait un sacré paquet. Devant le Ils sont parking, enfermés dans leur voiture et ils disent, comment ouais, je ça va terminer, ça va terminer. J'ai des personnes qui me disent, je suis devant ma On salle arrive de à la parking, fin. j'arrive pas à descendre. Descendez dans le Merci parking, beaucoup. c'est bon. Merci beaucoup et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci beaucoup, Élise, merci à tous. Merci d'avoir été avec nous. On espère que l'épisode t'aura aidé à t'accepter davantage et à atteindre plus de paix intérieure. Si tu veux améliorer ta vie ou aider un proche à être bien, abonne-toi au podcast et partage-le. Pour échanger avec nous, dépose tes questions ou commentaires et on se fera un plaisir de te lire pour enrichir nos prochains épisodes. Pour découvrir la méthode Écoute ton corps et toutes ses ressources, visite le www.écoutetoncorps.com. Être bien ça